La technologie, elle est absolument partout autour de nous. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on va décoder ensemble le programme de technologie de 5e. Vous allez voir, c'est fascinant de découvrir comment, dès le collège, on nous donne les clés pour comprendre le monde qui nous entoure. C'est la grande question, pas vrai? Du smartphone qu'on a dans la poche, au micro-ondes dans la cuisine, tout ça peut sembler un peu magique. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie. Et justement, le programme de 5e est là pour soulever le capot et nous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, voilà notre plan de match. On va suivre 6 grandes étapes. On commence par découvrir le monde des objets, comment on les conçoit et on les fabrique. Ensuite, on plonge au cœur du réacteur, l'énergie et l'information. Puis, on passe au cerveau, la programmation. Et on termine avec une question essentielle. Comment s'en servir de manière responsable? Allez, c'est parti! La toute première étape, c'est un vrai changement de regard. L'idée, c'est de ne plus voir une simple chaise, mais de voir un objet technique. C'est-à-dire un objet qui a été pensé et créé par l'humain pour répondre à un besoin bien précis. Ici, le besoin, c'est de s'asseoir. Chaque objet a une raison d'être, c'est ce qu'on appelle sa fonction d'usage. Ok, une fois qu'on a compris ce qu'est un objet technique, une autre question arrive tout de suite. Mais d'où est-ce qu'il sort? Comment il est né? Et pourquoi celui d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celui de nos grands-parents? C'est tout l'enjeu ici, comprendre la conception et l'évolution des objets. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, on utilise 2 concepts super importants. D'un côté, il y a la famille d'objets, ça c'est simple, ça regroupe tous les objets qui servent à la même chose. Et de l'autre, on a la lignée d'objets, qui est un peu comme l'arbre généalogique d'un objet en particulier. Prenons des exemples pour que ce soit bien clair. Les aspirateurs, qu'ils soient balais, traîneaux ou même robots, sa fonction d'usage, c'est de nettoyer. Ils font donc tous partie de la même famille. Par contre, si on s'intéresse au lave-linge, on ne compare pas différents objets. On suit l'histoire d'un seul et même objet, depuis la planche à laver de nos arrière-grand-mères jusqu'à la machine connectée qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est une lignée. Un objet, ce n'est pas juste une idée qui flotte en l'air, c'est aussi de la matière, du concret. Alors la question suivante, c'est de quoi nos objets sont-ils faits et comment on leur donne leur forme? C'est tout le chapitre des matériaux et de la fabrication. En fait, on découvre qu'on peut classer les matériaux en 3 grandes familles. Il y a les matériaux organiques, qui viennent du monde vivant, comme le bois, le coton, ou même le plastique qui est dérivé du pétrole. Ensuite, les matériaux minéraux, le verre, la céramique, les roches. Et enfin, les composites, qui sont des mélanges intelligents, comme le béton armé, qui combinent les avantages de plusieurs matériaux pour être plus résistants. Et pour donner forme à ces matériaux, on apprend des procédés comme le thermoformage, c'est hyper courant. En gros, on prend une plaque de plastique, on la chauffe pour qu'elle devienne toute molle, et hop, on l'aspire sur un moule pour lui donner une forme. C'est comme ça qu'on fait des milliers d'objets du quotidien, du pot de yaourt à la coque de notre téléphone. Et puis, il y a la star du moment, l'impression 3D. Là, c'est carrément l'inverse. On ne part pas d'un bloc de matière qu'on va creuser. Non, on construit l'objet à partir de zéro, couche par couche, en suivant un plan sur l'ordinateur. C'est une vraie révolution, surtout pour créer des prototypes très vite ou fabriquer des pièces super complexes. D'accord, on sait de quoi est fait un objet et comment il est fabriqué. Mais comment il s'anime? Comment il prend vie? Pour piger ça, il faut s'intéresser à 2 circuits invisibles mais absolument essentiels, la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. La chaîne d'énergie, c'est le parcours de la force. Imaginez un portail électrique. L'énergie, elle est d'abord stockée dans le réseau électrique. Quand on appuie sur le bouton, elle est distribuée jusqu'au moteur. Le moteur, lui, va convertir cette énergie électrique en mouvement. Et pour finir, un système d'engrenage va transmettre ce mouvement au portail pour qu'il s'ouvre. Stocker, distribuer, convertir, transmettre. C'est la logique de la puissance. À côté de la force, il y a le cerveau. C'est la chaîne d'information. Elle fonctionne en 3 temps. D'abord, un capteur acquiert une info. Par exemple, le bouton de la télécommande est pressé. Ensuite, le microcontrôleur, le petit cerveau du système, va traiter cette info et prendre une décision. Ok, j'ouvre le portail. Et enfin, il communique sa décision, par exemple en allumant le gyrophare. Acquérir, traiter, communiquer. Et parler de cerveau électronique, ça nous amène tout droit au cœur du sujet pour les objets modernes. Comment on fait pour donner des ordres à ce microcontrôleur? Eh bien, c'est là qu'interviennent la programmation et les données. Au centre de tout ça, il y a un mot qui peut faire un peu peur, l'algorithme. Mais en réalité, c'est super simple. Un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine pour une machine. C'est une liste d'instructions bien ordonnée, bien logique, pour arriver à un résultat. Du style, si un capteur détecte quelqu'un, alors allume la lumière. Et pour que cette recette fonctionne, la machine doit comprendre ses ingrédients. Ces ingrédients, ce sont les données, on les appelle des variables, et comme en cuisine, il y en a de plusieurs sortes. Ça peut être un nombre, comme 10, ça peut être du texte, comme le mot bonjour, ou alors ça peut être une info toute simple, vrai ou faux, ce qu'on appelle un booléen. Et c'est là que ça devient vraiment puissant.
Avec seulement quelques briques de base, on peut créer des comportements hyper sophistiqués. Par exemple, les boucles, ça permet de répéter une action des dizaines de fois. Et les conditions, ça permet à l'objet de prendre des décisions tout seul. C'est la base de toute l'intelligence qu'on trouve dans nos appareils aujourd'hui. Savoir comment les choses fonctionnent, c'est génial. Mais savoir comment bien s'en servir, c'est encore plus important. Et c'est pour ça que la dernière partie du programme est absolument cruciale. Elle nous forme à devenir des utilisateurs critiques et responsables de la technologie. Pour devenir un consommateur malin, on apprend à décoder 2 infos clés. D'un côté, l'indice de réparabilité. C'est cette petite note sur 10 qui nous dit si un appareil est facile à réparer ou si c'est un objet jetable. De l'autre, l'étiquette énergie, qui nous dit s'il est gourmand en électricité ou pas. 2 outils super puissants pour faire des choix plus durables. Et la responsabilité, ça ne s'arrête pas à l'objet physique. Il y a tout l'univers invisible du numérique. On apprend alors des choses incroyables. Qu'un simple email a une empreinte carbone, que les data centers consomment des quantités folles d'énergie. Et on s'initie aussi aux bases de la protection en ligne. C'est quoi un cookie? Pourquoi il faut des mots de passe forts? Et comment on respecte le droit d'auteur? Au final, tout l'esprit de ce programme pourrait se résumer dans cette idée centrale. Aujourd'hui, un projet de technologie ne doit plus seulement répondre à un besoin. Il doit, dès le départ, dès sa conception, intégrer la question de son impact sur l'environnement. C'est un changement de mentalité qui est fondamental. Ce petit tour d'horizon le montre bien, le programme de technologie en 5e, ce n'est pas juste du bricolage, c'est une vraie initiation au langage du monde moderne. Et ça nous laisse avec une question super intéressante pour le futur. La prochaine grande révolution, est-ce que ce serait une invention complètement nouvelle, ou est-ce que ce serait une nouvelle façon plus intelligente et plus durable d'utiliser tout ce qui existe déjà? La question est posée.